Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode par rapport à la psychologie bouddhiste. On va essayer de revenir un petit peu sur les différents types de cognitions que nous avions vus précédemment. On va essayer de revenir sur l'intérêt de ces différents types de cognitions. Pourquoi est-ce qu'ils sont mentionnés dans la tradition bouddhiste? Pourquoi est-ce que c'est si important de s'occuper de l'esprit? Puisque c'est l'esprit qui nous fait appréhender le bonheur, la souffrance, le plaisir, le déplaisir, l'orgueil, la jalousie, l'ignorance, la bienveillance, la compassion, la tolérance, la patience, etc. Donc c'est l'esprit, en fait, qui préside à tout ça. Donc c'est pourquoi il est si important de comprendre ce qu'est l'esprit, quels sont ses différents types de fonctionnement, etc. Et donc ça nous permet justement de savoir quelle est la méthode à suivre pour obtenir de plus en plus de bonheur et pour s'extirper de plus en plus de la souffrance. Donc précédemment, nous avions vu les différents types de cognitions ici, dans un ordre spécifique tel que les mentionne euh, Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality, en fonction de ce que dit Chapa Chökyi Sangye. Et donc, par rapport à cette distinction entre les cognitions qui hésitent, celles qui sont factuelles, celles qui connaissent nouvellement, etc. Donc, parmi ces 7 types de cognitions, nous avions vu que les perceptions directes pouvaient être valides et les cognitions inférentielles l'étaient en général. Mais bien sûr, on verra des petits débats par rapport à ceci. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on commence par s'inquiéter de l'ignorance, de ce qu'est l'ignorance? Parce que du point de vue bouddhiste, c'est la connaissance qui permet de nous libérer de la souffrance. C'est l'ignorance qui nous plonge dans la confusion. Dans l'un des enseignements, le Bouddha demande à des aveugles de dire à quoi ressemble un éléphant. Donc, il y en a un qui dit bah, ça ressemble à une grande feuille de chou, il y en a un qui dit ça ressemble à un python, il y en a un autre qui dit ça ressemble à un énorme tonneau, un autre dit ça ressemble à un tronc d'arbre, etc. Donc, de leur point de vue à eux, en fait, c'est une perception partielle de la réalité. Bien sûr, de notre point de vue à nous, on voit à peu près ce que c'est qu'un éléphant. Donc on arrive à avoir une perception globale. Donc en fait, l'ignorance, c'est justement ça, c'est un état d'esprit qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et donc c'est une forme de confusion. C'est une forme de confusion. Elle est très dangereuse, c'est notre ennemi principal, l'ignorance. Donc bien sûr, il y a différents niveaux d'ignorance en fonction des différentes écoles philosophiques. Là, en général, quand on étudie la psychologie avec Pul-Butchok, on verra des comparaisons avec Lati Rinpoche, d'en connaître l'esprit. C'est du point de vue des Sautrantika qui suivent le raisonnement. Si vous avez suivi la playlist sur la philosophie bouddhiste, vous avez l'habitude de traiter avec cette école philosophique. Donc bien sûr, on verra après les implications qui peuvent être générées par rapport au point de vue plus abouti de la philosophie bouddhiste. Mais ça nous donne des bases assez utiles d'étudier le Sutrantika qui suit le raisonnement, puisqu'on s'appuie sur les traités de Acharya Dharmakirti pour cela. Donc, pour en revenir à l'ignorance, la cognition fausse, c'est une confusion. Cette confusion engendre une privation totale de liberté. C'est ce que dit le vénérable Geshe Damdul lorsqu'il enseigne au cours des retraites sur la bodhicitta, etc. Il dit que ce que veut dire le Bouddha quand il parle de la souffrance fondamentale, c'est cette privation de liberté. Et ça, c'est dû à l'ignorance, à la confusion. C'est comme si nous étions dans un rêve ou dans un cauchemar sans avoir aucun contrôle sur les apparences qui se manifestent à notre esprit. Donc l'ignorance ou la confusion, c'est notre ennemi principal. Donc il est possible, grâce à un entraînement intérieur, d'avoir accès de plus en plus à la réalité. Et donc de s'extraire de l'ignorance ou de la confusion. Très bien, donc à ce moment-là, on peut entrer sur une forme de doute. Donc, il y a une forme de doute qui est très importante, qui est l'investigation, l'esprit critique. Ça, c'est fondamental, il faut pouvoir le garder au maximum. Très important de remettre en question. Le Bouddha l'avait stipulé lui-même, il avait dit de la même façon qu'on essaie de tester la valeur de l'or en le frottant, en le coupant, en le brûlant, etc. De la même façon, on est
invité à remettre en question l'enseignement du Bouddha pour voir jusqu'où va sa cohérence et ce qui est cohérent. À ce moment-là, nous pouvons essayer de l'appliquer pour voir si c'est utile ou non. Donc c'est très important de cultiver l'esprit critique, la remise en question. Donc ici, quand on parle du doute, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une forme de doute où on n'arrive pas à trouver une solution. On n'arrive pas à savoir si on est impermanent ou pas, si on est doué d'un soi autosuffisant, substantiel ou pas. Et donc, on n'arrive pas à trouver une réponse. C'est une forme de balance. On est euh, dans une forme de doute équilibré. Bien sûr, il y a des doutes aussi qui tendent vers le factuel et des doutes qui ne tendent pas vers le factuel. Par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce que je change d'instant en instant ou pas? J'aurais tendance à penser que oui, je change d'instant en instant. Mais j'oscille quand même entre ces deux possibilités, changer, ne pas changer. Et donc, à ce moment-là, c'est le doute qui tendrait vers le factuel. Et le doute qui ne tend pas vers le factuel, à ce moment-là, on aurait tendance à penser, finalement, je ne change pas d'instant en instant, mais j'hésite quand même entre les deux possibilités. Donc, bien sûr, il y a des débats dans les traditions euh, indiennes, dans les traditions tibétaines. Il y a des débats. Est-ce que le doute qui tend vers le factuel ne serait pas une supposition correcte, par exemple? Donc, il y a des débats. Ça, c'est possible. Ça amène une forme de, de raffinement dans notre compréhension des choses. Donc, si on dépasse le doute, on peut arriver parfois à des cognitions qui ne sont pas conceptuelles, mais qui peuvent être inattentives. Donc, ça peut être dangereux, la cognition inattentive. Là, bien sûr, le fait de marcher sur une peau de banane, c'est évident. Mais aussi, on peut parler de notre atmosphère intérieure. Par exemple, parfois, on se rend compte qu'on est dans une forme d'irritabilité. On s'en rend compte quand on est en colère, quand c'est déjà trop tard, quand on explose. Et ça veut dire que avant, on était déjà dans une forme de frustration, d'insatisfaction, mais on ne s'en était pas rendu compte. Donc, on avait une cognition inattentive. Et donc, c'est dangereux de ce point de vue-là, parce qu'on se rend compte quand il est trop tard, quand on est sur le point d'exploser, ou quand on a explosé, dans la colère, qu'on est sorti de ses gonds, etc. Donc, c'est très important d'éviter la cognition inattentive. Donc, il y a quelque chose aussi de très important dans ces différents types de cognition, la cognition inférentielle. Donc là, c'est un mot un peu compliqué, c'est juste la déduction logique, en fait. La déduction logique, le résultat de la déduction logique. On verra la définition de cognition inférentielle. Donc là, ici, c'est la représentation d'un cerveau, mais en fait, l'intellect, les conceptions adviennent au sein de la conscience mentale, la sixième conscience. On a 5 consciences sensorielles et une conscience mentale, on les verra bien sûr progressivement. Et la conscience intellectuelle ou conceptuelle fait partie de la conscience mentale. Vous entendez parfois des gens qui confondent les deux, mental et intellect, mais l'intellect advient au sein du mental, au sein de la conscience mentale, mais n'est pas nécessairement euh, le mental ou la conscience mentale. Il y a une nuance entre les deux, on les verra plus tard, ne sont pas nécessairement intellectuels. Donc la cognition inférentielle, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'en fait, il y a énormément de phénomènes qui échappent à nos consciences sensorielles. Notre impermanence subtile, notre absence de soi autosuffisant et substantiel, ou même d'autres types de non-soi plus subtils pour les autres écoles. Le fait que nous ayons obtenu une précieuse existence humaine, par exemple, du point de vue bouddhiste. La causalité karmique, la possibilité de la cessation de la souffrance, les voies qui mènent à cette cessation, etc. Donc, si on jette un coup d'œil sur les étapes de la voie vers l'éveil, qui sont comment dire, des descriptions panoramiques de l'enseignement du Bouddha, de A jusqu'à Z, si on regarde ça, tout ça, on verra que l'immense majorité de ces points qui sont mentionnés échappent à nos perceptions sensorielles. Et donc, sans la cognition inférentielle, il est impossible d'y avoir accès. Donc, c'est ce que dit Horton Kapel, l'un des disciples directs de Tsongkhapa, qui avait composé un texte sur l'entraînement de l'esprit, très associé au Lamrim, aux étapes de la voie vers l'éveil, qui est commenté régulièrement par Ling Rinpoche. Donc, ce texte dit que un seul point du Lamrim, la concentration en un point, le fait d'être focalisé en un point, quand on développe l'égalité méditative, la concentration,
seul ce point-là échappe aux conceptions. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'analyser, de décortiquer, de déduire, de raisonner, etc. Il faut simplement essayer d'être focalisé sur une image mentale et rien d'autre pour développer la concentration. Ça peut être une image mentale ou ça peut être autre chose, mais on n'analyse pas quand c'est la concentration d'un point, mais tous les autres points des étapes de la voie vers l'éveil sont des sujets de méditation analytique. Donc, ce sont des objets de cognition inférentielle. Donc, on verra des petits débats, bien sûr, entre un manuel et l'autre. On essaiera de s'appuyer sur les définitions de Yongdzin Purbuchok, qui était le tuteur en philosophie du grand 13e Dalai Lama en particulier. Et on essaiera de comparer avec Lati Rinpoche, qui a commenté un manuel aussi dans Connaître l'esprit, selon le bouddhisme tibétain. Et donc, on essaiera de faire des comparaisons pour essayer de raffiner un petit peu notre compréhension par rapport à tout ça. Donc, la cognition inférentielle, normalement, elle doit pouvoir être dépassée pour obtenir une perception directe de la réalité. C'est ça le but, en fait. Les concepts sont la barque. Une fois qu'on a traversé la rivière, la barque, on n'en a plus besoin. Donc les concepts sont extrêmement utiles sur la voie, mais une fois qu'on a obtenu une réalisation directe, à ce moment-là, les concepts peuvent être abandonnés. Mais il n'y a que, du point de vue de la tradition indo-tibétaine, il n'y a qu'un Bouddha qui a totalement éliminé tous les concepts, toutes les conceptualisations. Donc la perception directe, là, ici, c'est un œil, mais il y a plusieurs types de perception directe. Il y a perception directe sensorielle et perception directe mentale. Donc on les verra les unes après les autres. On commencera d'ailleurs par les perceptions directes, après avoir mentionné les différents objets, parce que ça c'est très important, on n'a pas de sujet sans objet. Et donc c'est pourquoi on essaiera la prochaine fois d'examiner quels sont les différents types d'objets. Et justement, parmi ces perceptions directes, comme on l'a dit, la perception directe yogique est la plus importante, puisque c'est ce qui nous permet d'être en accord avec la réalité. C'est la connaissance qui permet de nous libérer de la souffrance. Ce n'est pas simplement la croyance ou la foi, qui existe bien sûr aussi sur la voie, mais la plus importante, ce qui nous permet d'être libérés de la souffrance, c'est la perception directe yogique. Ça veut dire que ça doit être une réalisation directe de ce qui échappe à nos perceptions sensorielles. Et donc en particulier, perception directe yogique de notre réalité finale, notre non-soi, pour contrecarrer directement l'ignorance fondamentale. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc la cognition valide, c'est tout son intérêt, c'est de pouvoir être en accord avec la réalité. Donc bien sûr, la cognition valide, elle est très importante, même pour développer les qualités de cœur. Parce que si on nous dit aimez vos proches, très bien, c'est facile d'aimer nos proches. Si on nous dit aimez les personnes inconnues, là, c'est déjà plus compliqué. Et si on nous dit aimez les personnes qui nous sont hostiles, là, par contre, on va avoir beaucoup de difficultés. Si on ne développe pas la cognition valide, si on ne développe pas la juste compréhension, si on ne comprend pas l'autre, il est très difficile de cultiver véritablement l'altruisme, la bienveillance, etc. Donc, en fait, l'intellect ou la raison, la compréhension, etc., et les qualités de cœur ne sont pas du tout hostiles l'un envers l'autre, ne vont pas dos à dos, mais au contraire, vont main dans la main. On peut développer la bienveillance, on peut développer la compassion, même si on les a au fond de son cœur en naissant. Par exemple, quand on étudie le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, on voit que grâce à de nombreux protocoles en psychologie, que l'être humain est fondamentalement altruiste dès la naissance, mais que parfois, à cause de certaines discriminations, certaines comment dire, discriminations inappropriées, certains engagements mentaux inappropriés, ont fait des scissions entre les autres et soi-même, et donc notre altruisme est limité. Mais on peut dépasser ces frontières, on peut repousser cette zone de confort, on peut repousser nos limites grâce à la juste compréhension. C'est possible. De nombreux maîtres à travers les âges l'ont fait, à commencer par le Bouddha. Donc on peut développer les qualités de cœur, on peut développer les qualités sur la voie,
la patience, la tolérance, l'indulgence, le pardon, la compassion, etc. Grâce à la compréhension juste. La cognition valide est fondamentale dans l'enseignement premier du Bouddha, dans le Dharma Chakra Pravartana Sutra, le sutra du tour de roue du Dharma. Le Bouddha évoque la noble octuple voie qui mène à la cessation de la souffrance. Et cette octuple voie a 8 rayons. Le premier des rayons, c'est Samyak Drishti, la compréhension juste, la vue juste, la juste compréhension, comme vous voulez. Et donc ça, c'est une cognition valide. Et donc on essaiera bien sûr de déterminer ce que veut dire cognition valide. Et donc on essaiera de voir que c'est ce qui mène à l'éveil. C'est ce qui mène à la libération. C'est être en accord avec la réalité qui permet d'éliminer l'ignorance qui empêche la libération et l'éveil. Mais avant ça, bien sûr, on peut obtenir différents types de bonheur, à court terme, à moyen terme, avant même d'obtenir l'éveil, grâce à la cognition valide. Quand on comprend les autres, quand on comprend notre situation, on peut se débarrasser de la souffrance qui est générée par l'ignorance. Et donc, comment est-ce qu'on contrecarre l'ignorance? Par la sagesse, par la compréhension juste. Très bien, donc on verra la prochaine fois les différents types d'objets, parce que justement, c'est ce que disait Acharya Dharmakirti, Shejani Chirtsemani Dejenu Dominuchir. Donc il dit, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognition valide. Et parce que certains sont parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes impermanents, ceux qui ont la capacité d'opérer une fonction, et des phénomènes permanents. Ils n'ont pas la capacité d'opérer une fonction. Et donc, on verra justement que ce sont différents types d'objets. Si vous avez suivi une vidéo sur les bases établies, l'une des premières vidéos en philosophie, on avait parlé des phénomènes cachés. Et donc, ces phénomènes cachés sont équivalents avec les bases établies. Ça veut dire qu'on peut penser à n'importe quel phénomène. Donc, on verra qu'il y a différents types d'objets qui sont appréhendés par les perceptions directes et différents types d'objets qui sont appréhendés par les conceptualisations, les consciences conceptuelles. Elles sont très importantes puisque justement la cognition inférentielle, qui fait partie des cognitions valides, est conceptuelle. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça progressivement, tranquillement, en s'appuyant bien sûr sur l'oric, sur les différents types d'esprit et cognition, ou conscience et cognition de Purbuchok, en s'appuyant aussi sur connaître l'esprit de la Rinpoche. Très bien, donc on verra ça progressivement. Là, c'était juste pour vous donner une autre introduction générale à quelques-uns de ces différents types de cognition, pourquoi elles sont si importantes et pourquoi leur étude est fondamentale pour essayer de progresser à notre rythme vers un maximum de bonheur, puis vers la libération et l'éveil. Voilà, à suivre. Merci beaucoup et à très bientôt.